Bonjour mes élèves, donc au cours de cette séance, Inch'Allah, on va aborder la séquence numéro 1 du chapitre numéro 3, la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Premièrement, définition des plantes sans fleurs. Les plantes sans fleurs sont des végétaux dits inférieurs qui ne possèdent ni fleurs et ne produisent pas de graines. Parmi les plantes sans fleurs, on distingue les fougères, les mousses, les lichens, les algues, ainsi que les champignons. On va voir maintenant quelques photos de ces derniers. Donc, premièrement, on a quelques exemples ici. Donc, on va aborder premièrement, on a les fougères, ce que vous observez ici. On a les mousses. Les mousses se développent, poussent sur les troncs d'arbres et aussi sur les rochers. Troisième exemple, on a les lichens, qui est un assemblage d'algues et de champignons. Et le quatrième exemple sont les champignons, que vous connaissez. Donc, la problématique maintenant, c'est de chercher comment se produisent les plantes qui n'ont pas de fleurs, qui ne produisent pas de graines. On va prendre comme exemple la reproduction sexuée chez les algues. Et comme exemple, le fucus vésiculeux. Premièrement, description, qu'est-ce que ça veut dire le fucus vésiculeux? Le fucus vésiculeux, donc on va voir ici, ça c'est un schéma d'un fucus vésiculeux. Premièrement, comme vous observez, la plante ne possède pas de racines, ni de tiges, ni de feuilles. L'appareil végétatif, c'est ce qu'on appelle un thalle. D'accord? Donc, le fucus vésiculeux, qu'on appelle bien scientifiquement fucus vesiculosus, est une espèce d'algue brune marine de la famille des Fucacées. Ce fucus se développe et se fixe sur les pierres et les rochers à l'aide d'un petit crampon que vous observez en bas. Ce sont des crampons de fixation qui se forment d'un disque et ils se présentent, bien, ils présentent aussi des flotteurs. Bon, vous observez les flotteurs. Donc, les flotteurs, ce sont des vésicules aérifères ou gazeuses qui sont très nombreuses et qui permettent à l'algue de se redresser vers la surface à marée montante, en restant accroché au substrat par des crampons. Ainsi, il peut capter plus de lumière pour réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse. L'appareil végétatif du fucus ne présente ni racines, ni tiges, ni feuilles, Un tel appareil végétatif s'appelle un thalle. Et les végétaux qui ont cette structure, on les appelle les thallophytes. Maintenant, on va voir la photo réelle de cette plante. Donc, c'est une photo réelle du fucus. Et la deuxième photo, ce sont les flotteurs, comme vous observez. Donc, on passe maintenant à la reproduction sexuée chez les plantes. Donc, on va passer maintenant à la reproduction chez cette espèce. Comment se réalise la reproduction chez le fucus? Premièrement, le fucus, c'est une espèce qui est dite dioïque. Qu'est-ce que ça veut dire une espèce dioïque? Donc les organes mâles et les organes femelles sont portés par des thalles séparés. De la même façon qu'on observe chez le palmier. Par exemple, le palmier, on a le palmier mâle et on a le palmier femelle. Mais les espèces qu'on dit, ou bien qui sont nommées monoïques, ce sont des espèces qui possèdent les deux organes, l'organe mâle et l'organe femelle. Il existe des thalles mâles qu'on appelle gamétophytes mâles et des thalles femelles, gamétophytes femelles. Vers février-mars, en période de reproduction, les extrémités du fucus enflent, vont se bomber sous cours de petits boutons ronflés. Ces courbures qui se présentent sur les extrémités de la plante changent de couleur
Donc vert pour les pieds mâles ou bien pour le thalles mâle et jaune pour les pieds femelles. Ce ronflement ou bien ce qu'on appelle réceptacle contiennent des conceptacles dans lesquels se forment plusieurs sacs appelés les gamétocystes mâles ou bien qu'on appelle spermatocystes ou les gamétocystes femelles qu'on appelle aussi oocystes ou organes. Donc l'image suivante nous montre les deux réceptacles, donc le réceptacle mâle, qui est verdâtre. Ce réceptacle à maturité, il sécrète une gelée verdâtre qui est riche en cellules de petite taille, ce sont les spermatozoïdes. Pour le réceptacle femelle, il a une coloration orangée. À maturité, il sécrète une gelée orangée qui est riche en cellules reproductrices femelles qu'on appelle par la suite des zoosphères. Donc en comparant les deux gamètes, le gamète mâle et le gamète femelle, vous observez qu'il y a une différence. Donc le gamète femelle, c'est un gamète qui est volumineux, de grande taille. Par contre, le gamète mâle, il est de petite taille. Pour voir maintenant comment se fait la production des gamètes chez les deux thalles, il faut qu'on fasse une coupe transversale au niveau du réceptacle. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe des cavités, ce sont ce qu'on appelle les conceptacles. Chaque conceptacle s'ouvre à l'extérieur par un ostiole. On va le voir par la suite dans la photo suivante. Donc, ce que vous observez maintenant, c'est un conceptacle mâle, d'accord? Et à l'intérieur, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, on va passer à un autre agrandissement. Regardez bien maintenant, l'ostiole, c'est l'ouverture à travers laquelle va y avoir la libération des spermatozoïdes. D'accord? Et à l'intérieur de cette cavité, on trouve des petits sacs qui ont une forme ovoïde. D'accord? On les appelle les spermatocystes. Ce sont les spermatocystes. Donc on va voir ça. Donc regardez bien. Donc la structure qui est entourée en orange, c'est le spermatocyste. Au niveau de ce spermatocyste qui est porté par un paraphyse ramifié, ou bien un poil ramifié, va y avoir des divisions qui vont produire ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Donc à maturité, donc que va-t-il se passer? Il va y avoir libération de ces spermatozoïdes. Maintenant, on va voir, on va passer ce qu'on appelle la gamétogénèse, ça veut dire les étapes de formation du gamète mâle qui est le spermatozoïde. Donc, comment se passe la gamétogénèse? Donc, au niveau des petits sacs qui sont ovoïdes, on trouve une cellule mère qui est diploïde. Cette cellule mère subit une division méiotique qui est constituée par la succession de deux divisions, la première réductionnelle, la deuxième équationnelle, ce qui aboutit à l'obtention de 4 cellules haploïdes. Ces 4 cellules haploïdes vont subir 4 mitoses successives, ce qui aboutit par la suite à la libération de 64 entérozoïdes ou bien spermatozoïdes, surtout à maturité, avec éclatement de la membrane qui couvre le spermatocyste. Donc ces cellules qui sont libérées, ce sont des gamètes mâles. Ils sont très mobiles parce qu'ils sont dotés de quoi? Ils sont dotés de flagelles et ils vont se libérer dans l'eau, d'accord, lorsque le conceptacle mâle s'ouvre. On passe maintenant à l'appareil reproducteur femelle. De la même façon qu'on a vu pour l'organe reproducteur femelle, on va passer à l'organisation de l'appareil reproducteur. La même chose. Donc, on a ce qu'on appelle le réceptacle, c'est ça, le réceptacle, mais qui est constitué par des cavités
ces cavités, ce sont les conceptacles. La différence de ce qu'on a vu pour le conceptacle mâle, c'est que les poils ne portent maintenant qu'un seul sac qui est de grande taille. Ce sac qui est de grande taille, on l'appelle, il renferme ce qu'on appelle l'organe. Donc, comme vous observez, donc la structure qui est entourée en orange par un cercle orange, c'est l'organe. Maintenant, on va passer à notre agrandissement pour voir ce qui se passe au sein du conceptacle femelle. Donc ça, c'est un agrandissement d'un conceptacle femelle. De la même façon que vous observez, il y a un ostiole à travers lequel les gamètes femelles vont être libérées. Et ce que vous observez sous forme de sac, ce sont les organes. D'accord? Donc, avec un fort agrandissement, donc l'organe, au sein de l'organe, la même chose, il va y avoir la gamétogénèse, ça veut dire des divisions qui vont entraîner la libération de ce qu'on appelle les zoosphères, ça veut dire les gamètes femelles. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la gamétogénèse femelle. Donc, c'est tout à fait différent de ce qui se passe au cours de la gamétogénèse mâle. Au sein des organes, une cellule mère diploïde subit une méiose aboutissant à la formation de 4 cellules haploïdes, un chromosome. Ces cellules subissent une mitose et une différenciation pour donner 8 gamètes femelles appelées oosphères. Donc la différenciation, ça veut dire des transformations. Donc les gamètes femelles, elles sont volumineuses, chargées de réserve et dépourvues d'appareils locomoteurs, donc elles sont immobiles. Et ils se libèrent dans l'eau de mer après ouverture du conceptacle femelle, ça veut dire à maturité. Le problème maintenant qu'on va poser, comment vont se rencontrer les gamètes mâles et les gamètes femelles? Ça veut dire le mécanisme de la reproduction. Donc on a premièrement une observation, c'est que la reproduction sexuée du fucus a lieu en février-mars. Ça veut dire lorsque la température augmente un peu. Ce qui laisse supposer que la température a un effet. C'est pour cela qu'ils ont pris des algues, qu'ils ont récoltées, les ont mis dans un aquarium à l'eau et plus chaude. Le résultat, c'est que les conceptacles ont expulsé des gamètes. Mais, en plus de la température, quels sont les mécanismes qui entraînent ou bien qui expliquent la rencontre des deux gamètes, ça veut dire le gamète mâle et le gamète femelle. Surtout si on sait que le gamète femelle, il est de grande taille, il est volumineux, il va se poser sur le fond de la mer, et le gamète femelle, le gamète mâle, il est de petite taille, il est doté, oui, de flagelles, et on va voir ce qui va se passer. Donc, comment se fait la rencontre entre les deux gamètes? Donc, la problématique, on va poser une problématique, comment expliquer l'attirance des gamètes mâles par les gamètes femelles? On va poser comme hypothèse, puisqu'il y a une attirance, ça veut dire que les gamètes mâles, surtout que les gamètes mâles qui s'attirent vers les gamètes femelles, ça veut dire que les gamètes femelles libèrent quelques molécules. Est-ce que ça c'est vrai ou non? Donc on va tester cette hypothèse. Premièrement, notre hypothèse, les gamètes femelles émettent des molécules qui attirent les gamètes mâles. Donc pour tester cette hypothèse, on va procéder comme suit. Premièrement, on a besoin d'un matériel, donc des conceptacles mâles, des conceptacles femelles, de l'eau de mer, des lames, des lamelles et un microscope. Donc la première expérience qui est témoin, on a mis dans la première goutte des spermatozoïdes, dans l'autre goutte, donc on a mis, ou bien l'autre goutte, on a mis de l'eau de mer. Et on a attendu, est-ce qu'il va y avoir une attirance des gamètes mâles vers l'eau de mer? Donc les gamètes mâles ne se déplacent pas. C'est ça le résultat. La deuxième expérience, on a mis dans la première gouttelette de gamètes mâles, dans l'autre
un noosphère, le résultat c'est que les gamètes mâles se déplacent vers les gamètes femelles. Donc il y a une attirance. On a pris la même expérience qui est témoin, mais on a ajouté à l'eau, on a ajouté quoi? Des gamètes femelles. Dès l'ajout des gamètes femelles, les gamètes mâles vont s'attirer. Ils vont se déplacer vers les gamètes femelles. Ceci nous laisse à déduire que, vraiment, les gamètes mâles s'attirent vers les gamètes femelles grâce à des substances qui sont libérées par les gamètes femelles. Maintenant, on va passer à l'autre paragraphe où on va étudier ce qu'on appelle les étapes de la fécondation au novofucus. Que va-t-il se passer au cours de la fécondation? On va voir une photo qui va nous expliquer ça. Donc, dès la libération des gamètes mâles par le gamétophyte mâle, les gamètes mâles se déplacent vers le gamète femelle grâce à des molécules qu'on a déjà expliquées qui vont attirer ces gamètes mâles. Donc les gamètes mâles vont entourer l'oosphère et seulement un entérozoïde ou bien un spermatozoïde qui va féconder cette oosphère. De son entrée, de sa pénétration, il va y avoir la formation d'une couche qui va empêcher la pénétration d'un autre spermatozoïde, ce qui va entraîner par la suite la fusion des deux noyaux, et les deux noyaux, par la suite, ils vont nous donner, suite à cette fusion, on obtient une cellule œuf. Dès sa formation, elle va subir une succession de divisions mitotiques. Elle va nous donner un embryon à 2 cellules, à 4 cellules, à 8 cellules, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention d'un embryon qui est le jeune fœtus, qui possède une protubérance qui est le prochain crampon qui va permettre au fœtus de se fixer sur un substrat. Donc le document suivant résume ce qu'on a dit maintenant. Donc le gamète mâle féconde la gamète femelle, on obtient un zygote ou bien un œuf qui est diploïde, et suite à des mitoses successives, on obtient un embryon, puis un fucus jeune, puis un fucus mâle, qui serait soit un fucus mâle ou bien un fucus femelle. Donc on va résumer tout ce qu'on a vu maintenant, se forme d'un schéma qui est le cycle de développement, ou bien ce qu'on appelle le cycle de vie du fucus vésicule. Donc ce que vous observez, on a un gamète mâle, et le gamète mâle, il renferme des réceptacles où on trouve des conceptacles mâles qui vont libérer, suite à la division mitotique, etc., des spermatozoïdes ou bien des entérozoïdes qui sont biflagellés. Par contre, le gamétophyte femelle, il renferme bien des conceptacles, qui renferment des réceptacles où il va y avoir la formation de l'oosphère. Les deux gamètes vont être libérés, ils vont se rencontrer grâce à leur attirance, il va y avoir la formation par la suite d'une cellule œuf. Cette cellule œuf va se développer pour nous donner un fucus jeune qui va aussi se développer par la suite pour nous donner soit un gamétophyte mâle ou un gamétophyte femelle. Ce que vous observez maintenant, c'est que la totalité des étapes du fucus, l'espèce se trouve dans un état diploïde. Donc la cellule œuf, elle est diploïde. On sait déjà que la mitose donne quoi? Elle conserve l'information génétique. Donc la cellule œuf, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va subir des divisions mitotiques, elle va nous donner le fucus jeune. Le fucus jeune, il est aussi diploïde, qui va se développer aussi pour nous donner le fucus adulte, soit mâle, soit femelle, qui est aussi diploïde. Soit l'organe ou bien le spermatocyste sont tous les deux une partie du thalme. Donc,
ils sont diploïdes. Mais l'oosphère et l'entérozoïde, ils sont haploïdes. Donc, ce que l'on observe, que la totalité des étapes du cycle, toutes les étapes, l'espèce se trouve dans un état diploïde. Mais à l'exception des gamètes qui sont haploïdes. C'est pour cela qu'on dit que le cycle du fucus, c'est un cycle diplophasique.